La lumière du téléphone a dessiné une silhouette sur le mur, mais tu ne l'as pas regardée. Tu n'as pas regardé le nom qui venait d'apparaître, ni la photo de profil qui l'accompagnait. Tu as seulement senti ce froid qui commence dans le ventre, cette contraction silencieuse qui précède la pensée. Ce n'est pas une peur ordinaire, c'est une mémoire. Une mémoire du corps qui se souvient d'avoir été mis de côté, bien avant que cette femme n'ait un nom, un visage, une existence dans ta vie. Il y a elle. Et soudain, tu n'es plus toi. Tu deviens l'autre. Celle qui était là avant. Celle qui n'est peut-être pas assez. Ton histoire, ta présence, la chaleur de ta peau contre la sienne, tout semble se dissoudre face à une simple image, un simple prénom. Et la première question qui monte n'est pas « qui est-elle ?», mais « qu'a-t-elle que je n'ai pas ?» C'est ici que le piège se referme. Car cette question ne cherche pas une information. Elle cherche une confirmation de ta plus vieille peur, celle d'être remplaçable. Ce n'est pas une simple jalousie. La jalousie est une émotion chaude, une réaction à une menace présente. Ce que tu ressens est différent. C'est un froid glacial, une sorte d'effacement de soi. C'est comme si, en voyant cette autre femme, tu ne voyais pas une rivale, mais un miroir déformant qui te renvoie une version diminuée de toi-même. Chaque détail de sa vie que tu imagines, ou que tu découvres en te torturant sur les réseaux sociaux, devient une pièce à conviction dans le procès que tu te fais à toi-même. Ses voyages, son sourire, ses amis, son travail, tout devient un argument pour prouver qu'elle est plus intéressante, plus belle, plus libre, plus digne d'être choisie. Et lui, dans tout ça, il n'est presque plus un homme. Il devient un arbitre, un juge dont le choix, le regard, ou même le simple like sur une photo, a le pouvoir de valider ou d'annuler ton existence. Ton attention, qui devrait être tournée vers toi, vers ta douleur, se déplace entièrement vers l'extérieur. Elle gravite autour de deux pôles, lui et elle. Tu te mets à vivre dans un triangle dont tu es le seul sommet à connaître la géométrie complète de la souffrance. La peur d'être remplacé n'est pas une peur de la solitude, c'est une peur de l'invalidation. C'est la terreur que tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as cru construire, puisse être non seulement terminé, mais effacé et remplacé sans laisser de traces, comme si tu n'avais été qu'une version d'essai. C'est une blessure narcissique profonde, qui touche à la racine même de ta valeur. Et cette blessure, bien sûr, n'est pas née aujourd'hui. Cette autre femme n'est que le révélateur, le produit chimique qui fait apparaître l'écriture invisible d'une vieille douleur. La douleur de n'avoir pas été l'enfant préféré, l'ami choisi, la première dans le cœur de quelqu'un. Une douleur qui murmure depuis toujours. Il y aura toujours quelqu'un de mieux. Alors ton système nerveux se met en mode survie. Mais la survie, dans ce cas, ne signifie pas te protéger. Elle signifie essayer de regagner ta place. Et pour cela, tu es prête à tout. Expliquer, te justifier, devenir plus douce, plus intéressante, plus disponible. Tu entres dans une compétition silencieuse, une compétition que tu es la seule à mener avec autant d'intensité, parce que l'autre concurrente, souvent, ne sait même pas qu'elle est sur la ligne de départ. Tu commences à te voir avec les yeux que tu lui prêtes à lui. Tu t'examines, tu te juges, tu te trouves en manque. Le matin, devant le miroir, tu ne te vois plus toi. Tu vois celle qui doit se battre contre une autre. Ton corps entier se met en état d'alerte. Le sommeil devient léger, interrompu par des scénarios où il l'a choisi. L'appétit disparaît, ou au contraire, devient une façon de remplir un vide que la nourriture ne peut combler. Chaque notification de ton téléphone est un sursaut. Est-ce lui ? Va-t-il te rassurer ? Va-t-il te dire que tu te trompes, que tu es la seule ? Tu attends un mot de lui comme un condamné attend une grâce. Mais ce que tu attends vraiment, ce n'est pas son amour. C'est qu'il te redonne la place que tu crois avoir perdue. Si tu reconnais cet endroit, ce froid particulier, cette sensation d'être devenu une ombre dans ta propre vie, tu peux nommer ce sentiment pour toi. Tu peux l'écrire quelque part, même si ce n'est que dans ta tête. Le simple fait de le nommer, remplacement, comparaison, invisibilité, est le premier pas pour le sortir de l'ombre et le regarder en face. Ce mécanisme est ce que la psychologie des profondeurs appellerait l'activation d'un complexe.
Un complexe est un nœud d'énergie psychique, une collection d'images, de souvenirs et d'émotions autour d'un thème central. Ici, c'est le complexe de remplacement. Il a sa propre autonomie, sa propre voix. Quand il est activé, il prend le contrôle. La femme adulte, rationnelle et forte que tu est mise de côté, et une version plus jeune de toi, plus effrayée, prend les commandes. C'est cette partie de toi qui croit qu'elle doit mériter sa place, qu'elle doit se battre pour ne pas être abandonnée. Et c'est cette partie qui va te pousser à chercher des preuves, à entrer dans le cycle infernal de l'espionnage numérique. C'est une scène presque universelle aujourd'hui. Il est tard, la maison est silencieuse. La seule lumière est celle de l'écran. Et tu es là, le doigt glissant sur le verre, passant d'un profil à l'autre. Son profil à lui, son profil à elle. Tu cherches des indices, un like, un commentaire, une photo où ils pourraient être ensemble. Chaque image d'elle est une micro-agression. Un sourire sur une plage, elle est plus solaire que moi. Une photo avec des amis, elle a une vie sociale plus riche. Une citation inspirante, elle est plus profonde. Tu deviens une détective de ta propre dévalorisation. Cette quête n'est pas une quête d'information, c'est une forme d'auto-flagellation. Chaque découverte est un mélange étrange de douleur et de satisfaction. La douleur de te sentir inadéquate et la satisfaction perverse d'avoir trouvé une nouvelle preuve que tes peurs sont fondées. C'est le fonctionnement même de l'ombre, cette partie de nous qui contient tout ce que nous n'aimons pas chez nous. En te comparant à elle, tu projettes sur elle toutes les qualités que tu penses ne pas avoir. Elle devient ton ombre inversée, une version idéalisée contre laquelle tu ne peux pas gagner. Et la honte s'installe. La honte de faire ça. La honte de te sentir si petite, si dépendante du regard d'un homme. Tu sais, intellectuellement, que c'est destructeur. Tu sais que tu devrais arrêter. Mais le complexe est plus fort. Il te dit que si tu arrêtes de surveiller, tu perdras le contrôle. Paradoxalement, cette surveillance te donne l'illusion de participer à l'histoire, alors qu'en réalité, tu n'es que la spectatrice de ton propre effondrement. C'est un travail à plein temps. Un travail non rémunéré qui te vole ton énergie, ta concentration, ta joie de vivre. Au travail, tu es là sans être là. Avec tes amis, tu souris, mais ton esprit est ailleurs. Tu es devenue une experte pour cacher cette obsession, mais ton corps, lui, ne ment pas. Les cernes sous tes yeux, la tension dans tes épaules, le souffle court quand tu penses à eux. Ton corps porte le poids de cette guerre silencieuse. Et dans cette guerre, tu commences à parler. Tu lui parles, à lui. Tu lui demandes des explications. Tu essaies de le faire avouer. Non pas un crime, mais un sentiment. Tu veux qu'il dise les mots qui calmeront le monstre de la comparaison. Tu veux qu'il dise « il n'y a que toi ». Mais souvent, les hommes pris dans cette dynamique sont incapables de clarté. Soit parce qu'ils sont eux-mêmes confus, soit parce qu'ils profitent inconsciemment de cette position de pouvoir, soit parce que ta demande d'exclusivité et de réassurance active leur propre peur de l'engagement. Alors, ces réponses sont floues. C'est juste une amie. Tu te fais des films. Arrête d'être parano. Chaque réponse est une esquive. Et chaque esquive te laisse plus affamée, plus incertaine. Tu augmentes la pression. Tu pleures, tu cries, tu argumentes. Tu lui montres les preuves que tu as collectées. Tu te transformes en procureur d'une cause perdue. Car ce que tu demandes, ce n'est pas la vérité. C'est qu'ils choisissent ton camp contre tes propres démons. C'est un fardeau qu'aucune personne ne peut porter pour une autre. Et puis, un jour, quelque chose se brise. Ce n'est pas une grande décision héroïque. C'est une conclusion née de l'épuisement. Tu es dans ta cuisine. Tu regardes par la fenêtre et tu réalises que tu as passé les 3 dernières heures à rejouer mentalement votre dernière conversation, à analyser chaque mot, chaque silence. Et tu vois avec une clarté effrayante que ta vie ne t'appartient plus. Elle est devenue un commentaire de texte permanent sur une histoire qui te fait du mal. C'est là qu'arrive le premier silence. Mais ce n'est pas le sien, c'est le tien. Ce premier silence n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un
no contact, calculé pour le faire réagir. C'est un silence de capitulation. Mais tu ne capitules pas devant lui. Tu capitules devant la guerre elle-même. Tu déposes les armes. Tu arrêtes de te battre pour une place qui ne devrait pas être un champ de bataille. Ce silence prend une forme très concrète. C'est le message que tu écris, rempli d'arguments, de douleurs et de questions, et que tu finis par effacer. Ce n'est pas par fierté, c'est par une soudaine et profonde lucidité. À quoi bon ? Qu'est-ce qu'une explication de plus pourrait changer ? Tu as déjà tout expliqué, tu as déjà tout donné. Il n'y a plus rien à dire. Ce premier silence, c'est aussi celui où tu ne poses plus de questions. Il rentre tard, il est distant sur son téléphone, et tu ne demandes plus « Où étais-tu ? À qui tu parles ?» Non pas parce que tu es devenue indifférente, mais parce que tu as compris que la réponse, quelle qu'elle soit, ne changerait pas la vraie question. La vraie question n'est plus « Est-ce qu'il me trompe ?», mais « Est-ce que cette relation, avec cette anxiété constante, est celle que je veux pour moi ?» Ce silence est terrifiant. Parce que pendant des semaines, des mois, ton identité dans cette relation s'est construite sur la lutte, la demande, la réaction. En te taisant, tu crées un vide. Et la nature a horreur du vide. Ton ancien schéma, ton complexe, hurle à l'intérieur. Il va croire que tu ne tiens plus à lui. Il va en profiter pour aller la voir. Tu vas le perdre. Et c'est là que tu dois tenir bon. Respirer dans le vide. Ce silence est une déclaration silencieuse qui dit « Ma paix intérieure est devenue plus importante que le besoin d'avoir raison ou d'être rassuré par toi. » C'est un acte d'une puissance inouïe. Tu arrêtes de lui donner le pouvoir de définir ta journée, ton humeur, ta valeur. Et c'est là que, paradoxalement, les choses commencent à bouger. Lui, qui était habitué à l'énergie de tes questions, de tes angoisses, de tes demandes, se retrouve face à un mur de calme. Au début, il ne remarque peut-être rien. Puis, l'absence de drame commence à se faire sentir. Le carburant de la dynamique a été coupé. Il n'y a plus de friction, plus de réaction à laquelle il peut s'opposer ou qu'il peut apaiser. Il se retrouve seul avec son propre comportement. Et c'est là que son silence à lui peut commencer. Un silence différent. Ce n'est plus le silence d'esquive, c'est un silence perplexe, parfois même un silence boudeur. Tu as changé les règles du jeu sans le prévenir. Il ne peut plus jouer le rôle de celui qui est faussement accusé, ou celui qui calme la femme hystérique. Il perd son rôle. Cette nouvelle phase est peut-être encore plus difficile pour toi, car son silence en réponse à ton silence réactive toutes les anciennes peurs. Tu vois, je l'ai poussé à bout. Il s'éloigne pour de bon. L'ancien schéma tente de te ramener de force dans le cycle. Va t'excuser. Dis-lui que tu as surréagi. C'est une épreuve de force intérieure. Tu dois te rappeler pourquoi tu as choisi le silence en premier lieu. Pas pour le punir, mais pour te sauver. Tu commences à utiliser l'énergie que tu dépensais à le surveiller, lui et elle, pour te surveiller toi. Mais avec bienveillance. Tu observes tes propres impulsions. L'envie de vérifier son profil. L'envie de relire vos anciens messages. Tu l'observes et tu ne la suis pas. Tu respires. Tu vas marcher. Tu mets de la musique. Tu appelles une amie pour parler de tout sauf de lui. Tu reconstruis, millimètre par millimètre, une vie qui a un centre en dehors de lui. Comment nommerais-tu ce moment en toi ? Le moment où tu choisis ton silence, non comme une arme, mais comme un sanctuaire. Tu peux l'appeler limite, respiration, retour. C'est un mot pour toi, un rappel de ce que tu protèges. Pendant cette période de double silence, le tien qui est un choix, le sien qui est une réaction, quelque chose de fondamental se réaligne en toi. La peur d'être remplacé commence à se transformer. Elle ne disparaît pas, mais elle change de nature. Tu commences à réaliser que le vrai remplacement qui a eu lieu n'est pas celui d'une femme par une autre. C'est le remplacement de ta propre intuition, de ta propre valeur, de ta propre voix intérieure,
par l'obsession d'un regard extérieur. Le retour au centre est un processus lent. Il y a des jours où la vieille angoisse revient en force. Un souvenir, une chanson, une story qu'un ami commun a postée, et hop, le cœur s'emballe de nouveau. La différence, c'est que maintenant, tu as un autre endroit où aller. Tu as l'expérience de ton propre silence. Tu sais que tu peux survivre au vide. Tu sais que le calme n'est pas la mort, mais un espace pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Tu commences à te poser des questions différentes. Au lieu de « m'aime-t-il encore ?», tu te demandes « est-ce que je m'aime, moi, quand je suis dans cet état ?» Au lieu de « que fait-il maintenant ?», tu te demandes « que puis-je faire pour moi maintenant ?» Le centre de gravité de ta psyché se déplace lentement, péniblement, mais sûrement, de l'extérieur vers l'intérieur. L'ombre, cette partie de toi qui se sentait inadéquate et jalouse, commence elle aussi à être intégrée. Tu réalises que la colère que tu ressentais envers cette autre femme n'était qu'une projection de la colère que tu ressentais envers toi-même, pour t'être laissé devenir si petite. Tu ne la vois plus comme une concurrente, mais comme un catalyseur qui t'a forcé à regarder ta propre blessure. D'une certaine manière, et c'est le plus grand des paradoxes, elle t'a rendu un service. Et ton animus, cette figure masculine intérieure qui, selon Jung, façonne notre relation au masculin, change lui aussi. Pendant la crise, il avait pris le visage de cet homme et était devenu un juge intérieur impitoyable qui te disait constamment que tu n'étais pas assez bien. En reprenant ton pouvoir, en choisissant ton silence, tu lui retires ce rôle de juge. Tu commences à développer un animus plus positif, une voix intérieure qui te soutient, qui te pose les bonnes questions, qui te rappelle ta propre force. Et puis, inévitablement, vient l'épreuve. Le test ultime de ta nouvelle posture. Après une période de silence, son prénom apparaît sur l'écran de ton téléphone. Un message court. « Ça va ?» Le cœur fait un bond. C'est une réaction pavlovienne, inscrite dans des mois de souffrance et d'attente. L'adrénaline monte, le système nerveux se souvient. C'est le signal. L'ancienne toi aurait vu ce message comme une victoire. Il revient, mon silence a fonctionné, il a senti la perte. Elle se serait précipitée pour répondre, pleine d'un espoir fébrile, prête à retomber dans le cycle de la validation. Elle aurait analysé chaque lettre, le point d'interrogation, l'heure d'envoi. Elle aurait vu dans ces 2 mots tout un roman de regrets et de désirs. Mais tu n'es plus tout à fait cette femme. Alors, il y a une pause. C'est la pause la plus importante de toute cette histoire. Une pause de quelques secondes ou de quelques minutes. Une pause où tu regardes le message, tu sens le tumulte dans ton corps et tu ne fais rien. Tu respires. 1, 2, 3. Tu laisses la vague d'adrénaline monter et redescendre sans t'y accrocher. Dans cette pause, une nouvelle voix se fait entendre. Pas la voix paniquée du complexe de remplacement, une voix plus calme, plus profonde, la tienne. Et elle pose une question simple. Qu'est-ce que je veux, moi ? Pas qu'est-ce qu'il veut, pas qu'est-ce que cela signifie, mais qu'est-ce qui est juste pour moi, maintenant ? Le nouveau choix n'est pas de l'ignorer par vengeance. La punition est encore une façon d'être en relation avec lui, c'est encore lui donner du pouvoir. Le nouveau choix est de répondre depuis ton centre, et non depuis ta blessure. Tu attends que l'agitation intérieure se calme. Tu attends de ne plus ressentir ce besoin urgent de sa validation. Peut-être que tu attends 1 heure, peut-être que tu attends le lendemain. Le temps n'est plus un ennemi, un compte à rebours avant qu'il ne perde intérêt. Le temps est devenu ton allié, l'espace dont tu as besoin pour te réaligner avec toi-même. Et ta réponse, quand elle vient, est différente. Elle est simple, honnête. Ça va, merci. J'espère que toi aussi. Pas de questions ouvertes qui l'invitent à se justifier. Pas d'emoji qui trahissent une fausse légèreté. Pas de sous-entendu passif-agressif. Juste une réponse polie, calme, qui ferme la porte à l'ancien drame. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la froideur. C'est une limite.
C'est la manifestation d'une vérité que tu as intégrée dans tes cellules. Ta valeur ne dépend pas de son attention intermittente. Tu ne participes plus à des auditions pour un rôle que tu as déjà tenu. Ce qui se passe après est secondaire. Peut-être qu'il essaiera de relancer avec plus d'insistance, sentant qu'il a perdu quelque chose de plus profond qu'un simple accès à tes réactions. Peut-être qu'il disparaîtra, incapable de naviguer une relation où il n'est plus le centre du pouvoir émotionnel. Peut-être que cela ouvrira la porte à une conversation honnête, où il devra se présenter non plus comme un juge, mais comme un homme face à une femme entière. Mais la vraie victoire, tu l'as déjà remportée. Elle n'était pas dans sa réponse, mais dans la tienne, dans cette pause, dans ce retour à ton souffle. La peur d'être remplacé ne s'est pas éteinte, mais elle ne dicte plus tes actions. Tu as compris que la seule personne qui pouvait vraiment te remplacer, c'était toi-même, en abandonnant ton centre pour vivre dans l'orbite d'un autre. La prochaine fois que tu verras une autre femme, que ce soit une photo, une présence, une mention, le froid dans le ventre sera peut-être encore là, un écho. Mais il ne prendra plus toute la place. Tu pourras le regarder et lui dire « Je te vois. Tu es la peur de ne pas être assez. Mais aujourd'hui, je choisis de me suffire. » Le silence après la tempête n'est pas un vide, c'est un espace. L'espace pour entendre ta propre voix. L'espace pour reconstruire ce qui a été brisé, non pas par lui ou par elle, mais par la guerre que tu as menée contre toi-même. Le but n'a jamais été de gagner la compétition. Le but a toujours été de refuser d'y participer. Si tu veux laisser une trace de ce passage, non pas pour lui, mais pour la partie de toi qui a choisi le silence pour la première fois, tu peux écrire une phrase. Une phrase qui ancre cette nouvelle position. Une phrase qui dit ce que tu ne veux plus jamais abandonner en toi. Ce n'est pas une promesse au monde, c'est un rappel pour toi. Un rappel que la place la plus importante à ne jamais laisser vacante est la tienne, au centre de ta propre vie. Et la réponse ou l'absence de réponse de sa part n'a presque plus d'importance. Un silence de sa part ne serait plus une punition, mais une confirmation. Une tentative de relance ne serait plus une lueur d'espoir, mais une information sur son incapacité à accepter ta nouvelle limite. Tu as quitté le tribunal émotionnel. Tu n'es plus ni l'accusé, ni la procureure, ni même la juge. Tu es simplement parti. Tu as laissé la salle d'audience vide. Ce qui se passe ensuite, c'est le retour du corps. Pendant des mois, ton corps a été une archive de la peur, un réceptacle pour l'anxiété. Le souffle court, les épaules hautes, le ventre noué. Maintenant, dans le silence qui suit ta reprise de pouvoir, ton corps commence à parler une autre langue. Un matin, tu te réveilles et tu réalises que tu as dormi, vraiment dormi. Un sommeil sans rêve de trahison, sans réveil en sursaut à 3 heures du matin. Tu te lèves et tu sens un relâchement dans ta nuque, une détente que tu avais oubliée. Tu te prépares un café et l'arôme te parvient vraiment. Tu ne bois pas ton café en pensant à ce qu'il est en train de faire, mais en sentant la chaleur de la tasse entre tes mains. C'est ça, le retour au présent. C'est une expérience profondément physique. Ton système nerveux, qui a été en mode combat ou fuite pendant si longtemps, commence à basculer en mode repos et digestion. Et tu digères. Tu digères la peine, la colère, l'humiliation. Tu les transformes en énergie, en sagesse. C'est là que tu commences à voir les signes concrets du changement. Tu croises une publication d'elle sur le fil d'actualité d'un ami commun. L'ancienne toi aurait cliqué, le cœur battant, prête à se faire du mal. La nouvelle toi continue de faire défiler. Ce n'est pas un effort de volonté, c'est un désintérêt sincère. Son bonheur ou son malheur n'est plus une mesure de ta propre valeur. Sa vie est sa vie. La tienne est de nouveau la tienne. L'énergie psychique que tu investissais dans cette surveillance obsessionnelle te revient, et elle est immense. Que faire de toute cette énergie ? Au début, c'est presque déroutant. Tu as tellement de temps et d'espace mental disponible.
C'est l'énergie de l'ombre, qui n'est pas mauvaise en soi. C'est une énergie de vie brute. La jalousie et l'obsession n'étaient que sa forme tordue. Maintenant, tu peux la rediriger. Tu t'inscris à ce cours de poterie que tu repoussais. Tu rappelles ces amis que tu avais négligés. Tu te plonges dans un projet au travail avec une concentration retrouvée. Tu ne fais pas ça pour lui montrer ce qu'il a perdu. Tu le fais parce que tu te souviens enfin de ce que tu aimes, de ce qui te nourrit, de qui tu es quand personne ne te regarde et ne te juge. Et puis, le test final arrive. Pas le petit « ça va ?» de reconnaissance, mais la véritable tentative de réengagement. Un soir, ton téléphone s'allume. C'est lui. Un message plus long. Je n'arrête pas de penser à toi. Ta distance me fait réaliser des choses. Tu me manques. Le cœur, bien sûr, fait un bond. C'est une mémoire physique, un réflexe. La sirène du complexe de remplacement se met à hurler dans le lointain. La partie de toi qui a tant souffert entend ces mots et les boit comme une eau fraîche dans le désert. Enfin, il a compris. J'ai gagné. Mais tu as appris à faire la pause. Tu poses le téléphone. Tu respires. Tu sens la vague d'espoir mêlée de panique monter en toi. Et tu l'observes. Tu ne te fonds pas en elle. Tu la laisses passer. Tu vas dans ta cuisine, tu te sers un verre d'eau. Tu regardes par la fenêtre. Tu te connectes à cette femme que tu es en train de devenir, celle qui a dormi, qui a ri avec ses amis, qui a senti l'argile sous ses doigts. Et tu lui poses la question. Est-ce qu'on veut retourner là-bas ? La réponse est un non silencieux, mais profond et certain. Un non qui ne vient pas de la colère ou de la fierté, mais de la clarté. Tu comprends que son « tu me manques » ne parle pas de toi. Il parle de ce que tu lui apportais, l'attention, le drame, la validation, le miroir de son propre pouvoir de séduction. Il ne te voit pas, toi, la femme qui a traversé le feu et qui en est sortie changée. Il voit un vide que tu as laissé, une place vacante à côté de lui, et il veut la remplir à nouveau. Ta réponse, si tu choisis d'en faire une, sera le reflet de cette clarté. Peut-être un simple « je te souhaite le meilleur », qui est une forme de point final aimable. Ou peut-être pas de réponse du tout. Le silence, cette fois, n'est plus un sanctuaire pour toi, mais une information claire pour lui. C'est une porte qui se ferme, non pas avec fracas, mais avec le déclic doux et définitif d'une serrure bien huilée. La peur d'être remplacé s'est transmutée. Tu as compris son secret le plus profond. Elle ne parle jamais de l'autre femme. Elle parle de la peur que notre propre place dans notre propre vie ne soit pas assez solide. Elle parle de la terreur de découvrir que nous nous sommes construites sur le regard de l'autre. En retirant ce regard, en le remplaçant par le nôtre, nous devenons irremplaçables. Non pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Et c'est la seule chose qui ait jamais compté. Cette autre femme, vue de loin, avec le recul du temps, perd son statut de déesse ou de monstre. Tu la vois pour ce qu'elle a toujours été, une personne, avec ses propres failles, ses propres peurs et son propre chemin. Peut-être même qu'un jour, tu ressentiras une étrange et silencieuse gratitude envers elle. Non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce que sa présence a déclenché en toi. Une crise si profonde qu'elle t'a forcé à tout reconstruire sur des fondations plus solides. Elle a été le catalyseur involontaire de ton retour à la maison. Et la maison, c'est ce sentiment intérieur de solidité. C'est savoir que, même si la tempête se lève à nouveau, sous une autre forme, avec un autre visage, tu sais où trouver refuge. Tu connais le chemin du retour vers ton centre, vers ton souffle, vers ce silence qui n'est pas un vide, mais la plénitude de ta propre présence. Alors ce soir, peut-être tu ne regarderas pas ton téléphone. Tu sortiras sur le balcon ou tu t'assoiras près de la fenêtre. Tu sentiras l'air frais sur ta peau. Tu regarderas les lumières de la ville ou les étoiles dans le ciel. Et tu prendras une respiration profonde, non pas pour te calmer, mais simplement pour sentir l'air entrer et sortir de tes poumons. Pour sentir la vie qui circule en toi, indépendante,
souveraine et entière. Tu as cessé de te battre pour une place dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que tu es enfin occupé à prendre toute la tienne, dans la tienne. Et cet espace, personne ne pourra jamais te le prendre.